Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Comme convenu avec mon invité, après la deuxième émission, on avait décidé d'en refaire une troisième parce que trop de questions n'avaient pas été posées, faute de temps. Et aussi, nous voulions parler de l'après-carrière de mon invité, son retour dans le monde qu'on dit ordinaire. Elle a bien ri quand je lui ai dit ça, parce que on entend souvent ça parler. On va revenir dans le monde ordinaire. On va lui demander son retour à elle dans le monde ordinaire. Comment que ça se passe? Alors, mesdames et messieurs, l'ex-soldate des Forces armées canadiennes et caporal-chef à la retraite, Madame Joanne Hamelin. Madame Hamelin, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lacasse. C'est tellement un plaisir de vous réinviter une troisième fois. Puis, regarde, on t'a bien en fait tour 4, 5, je ne sais pas, mais c'est tellement passionnant. Parce que vous êtes une personne vraiment dynamique. Puis, vous avez un passé que, en parenthèse, personne ne connaît trop, sauf avec ça ici, là. Hein? N'oubliez pas ça, c'est son livre « Les ailes d'une pionnière », si l'avenir vous intéresse, que j'ai dévoré, puis que plusieurs personnes aussi ont dévoré. On en a connu plus de vous par ce livre, oui, mais on en connaît tellement plus quand on jase avec vous. C'est toujours un spécial et un plaisir de vous faire de la conversation, madame. Ben, le plaisir est tout pour moi. Merci infiniment. Alors, nous allons revenir avec votre carrière dans les Forces armées canadiennes, parce que là, on va faire une partie d'émission sur les sujets qu'on a juste effleurés, mais qu'on n'a pas eu le temps encore d'aller dans le fond de l'histoire. Puis on va se garder plusieurs minutes à la fin pour parler de votre après-carrière. Dans le monde dit ordinaire. Dans le monde ordinaire, oui, exact. Au début, vous vous dirigiez là, vers pour le cours d'infirmière et subitement, vous vous tournez vers l'armée. Avez-vous eu un ou des regrets dessus? Ah, du tout. Pas du tout. Non. Mais je vais être honnête, il y a eu peut-être des fois des petits moments où j'ai eu une incertitude en me disant qu'est-ce que je fais ici? Mais à chaque creux de vague, il y avait quelque chose qui me prouvait que j'étais à la place où je devais être puis que je suivais ma voie. Dans le fond, moi, ça faisait partie vraiment de mon ADN. Ça a été la carrière parfaite pour Joanne, là, pour subvenir à tous mes besoins, puis en fait, pour combler mon besoin d'aider, de venir en aide aux gens, d'accomplissement aussi, parce que on s'entend qu'une carrière au sein des Forces armées canadiennes, ça permet des grands accomplissements. Donc, moi, j'ai trouvé la solution parfaite pour répondre à tous mes besoins en fait de carrière. Puis quand on parle avec vous, là, on sent vraiment, là, c'est encore en vous, cette affaire-là. Là. Puis on sent vraiment que vous étiez, oui, à votre place. Il n'y aurait pas eu, il me semble, d'autres places que ça. Bien, j'y repense, puis avec l'expérience de vie que j'ai aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je me dis, je pense pas que j'aurais pu trouver vraiment ce que je cherchais, en fait, de profession, en fait, de justement les défis. Je carbure à l'adrénaline, moi, je carbure aux défis. Donc, c'était pour moi le médium parfait pour que je puisse m'épanouir. Puis avec tout ce qui s'est passé, j'ai aucun regret, puis je repartirai demain matin. Donc vraiment, ça fait partie de ma fibre à moi. Pourquoi je suis tricotée comme ça, je ne le sais pas. Mais vraiment, là... C'est un beau tricot. Je peux vous dire ça. Oui, mais je pense que mes parents ont bien tricoté, ils ont bien fait la fondation, puis je me suis organisée avec le reste. Et voilà, exactement. Tu sais, dans l'armée, on sait qu'il y a plusieurs métiers, plusieurs professions, etc. Auriez-vous pu être infirmière dans l'armée? Oui, j'aurais pu. Y avez-vous pensé? Pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est que le métier d'infirmière, c'est arrivé... je voulais même pas vraiment faire ça. Là, pour les gens, excusez, je ne veux pas donner un scoop. Mais c'était quelque chose que j'avais choisi, je pense, parce que c'était très contingenté à l'époque, ce qui est complètement différent d'aujourd'hui. Oui. Sauf que c'était pas vraiment un métier que je voulais faire. J'ai choisi ça par option de... Tu sais, quand on a trop d'options, des fois, on ne sait pas trop par où se diriger.
Puis le destin a fait en sorte que les tuiles se sont alignées, puis j'ai vu la publication là, dans le journal Le Citoyen. Si l'avenir vous intéresse, engagez-vous. Puis ça a tout réanimé vraiment, là, la petite étincelle de jeune fille. Là. Vous avez fait, c'est là que je... Ah oui, c'est là que je m'en vais. Puis ça a été instantané. J'ai même pas eu de remise en question ou de est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire. Je suis partie au centre de recrutement. J'ai fait toutes mes démarches sans aviser personne. Ma famille l'ont su quand j'avais déjà été acceptée. Là. Donc, ça a été vraiment, là, j'étais prédestinée à faire cette carrière-là. Parce que quand on lit votre livre, on s'aperçoit très bien qu'à quelques occasions, vous auriez pu facilement dire « j'en ai assez ». Oui. Puis quand, surtout en Afghanistan, puis tout ça, c'est vraiment passionnant de lire ça. Puis là, avec ce que vous me dites là, je repense au livre, puis je me dis, il y a bien des endroits là, où elle aurait dit, là, hey, moi, là, bonjour, je m'en vais, et vous ne l'avez jamais fait. Non, je ne l'ai jamais fait, puis c'est vraiment en écrivant le livre que je me suis rendu compte de tous ces moments-là où j'aurais vraiment pu dire, moi, je baisse les bras, c'est comme, ça vaut pas la peine, là. Ça vaut pas l'investissement, ça vaut pas... Mais à chaque creux, il y avait quelque chose qui arrivait qui me faisait sentir que c'était ma voie à moi. J'avais à poursuivre dans cette vocation-là. Puis, si j'avais baissé les bras, ben, je serais passée aux côtés d'une expérience absolument extraordinaire. Donc, j'ai aucun regret. Si c'était à refaire, je le referais demain matin. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs situations où, plusieurs moments même, je dirais, dans ma carrière où j'y ai même pensé aussi quand, à mon retour à Haïti en 2005, j'avais pris la décision d'être libérée des Forces armées canadiennes. Et puis, j'ai fait un cours de massothérapie à Québec. Tous mes congés, mes fins de semaine avaient été passés pendant 1 an pour faire ça. Puis là, on m'a transférée à Goose Bay, au Labrador. Je suis restée dans les forces. C'était un nouveau défi. Puis je regrette pas parce que c'est ça qui m'a apporté justement à aller travailler sur le Chinook. Fait que si vous auriez sorti de l'armée, on n'aurait pas un beau livre comme ça. Non, absolument pas. Ça manquerait, en tout cas à moi, beaucoup. C'est certain, puis à plusieurs personnes, j'en suis persuadé. Dans votre livre, vous écrivez que être militaire, pour vous, c'est plus qu'un emploi. Oui. C'était toute ma vie, en fait. Il y a des gens qui font un travail, c'est du 8 à 4. Quand on parle de vocation, c'est vraiment quelque chose qui se fait, je crois, de façon naturelle et qui ne demande pas nécessairement d'effort. Moi, je me suis jamais levée le matin en me disant « Ah, il faut que j'aille travailler ». Non, j'ai toujours été contente d'aller travailler. J'ai toujours eu hâte au prochain défi, au prochain déploiement, qu'est-ce qu'on va faire, dans quelles conditions on va travailler. Même en changeant de base, ben c'est comme si on change complètement de métier, même si on fait la même chose. C'est un environnement qui est différent, c'est des gens qui sont différents. Donc, c'est toujours du nouveau. Il n'y a jamais, la routine n'existe pas quand on fait ce métier-là, parce que non seulement les tâches se multiplient, sont toujours plus différentes les unes que les autres, mais on a tellement d'opportunités de dépassement de soi et puis aussi de développer nos compétences et nos connaissances, parce que l'éducation, ça n'arrête jamais, la formation n'arrête jamais quand on porte l'uniforme canadien, donc l'uniforme militaire canadien. Donc, c'est ça, tout est jamais la même chose. Donc, ce n'est jamais arrivé, parce que je reviens souvent à l'Afghanistan, parce que ça, c'était marquant pour vous. Oui, beaucoup. Puis, je reviens encore sur les missions que vous avez eues en Afghanistan, surtout. Jamais une journée, Joanne Hamelin, elle s'est dit « Ouf, cette mission-là, elle se termine. J'espère qu'on n'aura pas d'autres. » Oh mon Dieu! Oui, presque Oui. à tous les jours. Moi, je disais, non, je ne veux plus vivre des journées de même. Puis le lendemain, ben, ça recommençait. C'est comme si on efface la toile. À tous les jours, on recommence avec une toile neuve. Donc, la peinture se fait au fur et à mesure que la journée avance. Puis à la fin de la journée, je pense que tu n'as pas le choix de faire un reset. Parce que si on reste accroché sur les émotions ou sur les événements du passé, on ne peut pas continuer d'avancer. On ne peut pas se le permettre. Donc, on recommence à neuf à tous les jours. Donc, à vous entendre parler, je vous pose la question. Le mental dans l'armée, c'est quasiment primordial dans le sens que il faut jouer beaucoup avec son mental. Il faut défier son mental très souvent.
Oui, malheureusement, c'est une profession qui demande ça. Qui va même, je dirais, là, ça c'est Joanne qui parle, hein, naturellement. Je dirais même qu'il faut vraiment, à un moment donné, faire une déconnexion entre ce qui peut être notre monde émotionnel, les réactions émotives, et puis le mental. Tant que la tête va bien, ben, tout va suivre. Puis je pense que tant qu'on est dans cet environnement-là où le tempo opérationnel il est très, très actif, donc on n'a pas vraiment de temps mort, on n'a pas vraiment de temps de répit. Quand on n'est pas en exercice, on n'est pas en déploiement, on n'est pas en mission, on est en train de s'entraîner. Donc, je pense qu'on n'a jamais le temps vraiment de penser à ce qu'on fait. On le fait sans vraiment se poser de questions. Mais le mental, je vous dirais que c'est une grosse partie. Puis tant qu'on est capable là, le corps va suivre. Le corps va suivre, exactement. Oui. Parce que c'est là avant là. Exact. Fait que si là, ça ne marche plus, le reste fonctionnera. Mais je ne vous conterai pas de mensonges. La partie entre les émotions ici, là, cette partie-là est comme déconnectée. Donc, la tête dit au corps de faire des actions, mais les émotions, les sentiments, ils ne sont pas impliqués. On ne pourrait pas. Sinon, on ne serait pas capable de toujours faire ce qu'on a à faire dans un contexte militaire. Parce que j'en reviens à notre deuxième entrevue qu'on avait eue. Je la repassais l'autre jour encore. Puis, ce que vous venez de dire là, oui, c'est vrai, parce que on ne peut pas fonctionner avec des regrets. Non. Parce qu'on n'avancera pas et le mental ne suivra plus. Exactement. C'est tellement dynamique aussi comme profession, c'est qu'il faut toujours être, moi j'appelais ça d'être un pas en avant de ce qui va arriver. Donc, il faut toujours être prêt à réagir puis avoir vu toutes les éventualités possibles, parce que si tu réagis juste quand ça se passe, tu es déjà en retard parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans 3 secondes. Donc, c'est vraiment très, très dynamique. On ne peut pas rester accroché sur le passé. Vous en aviez parlé, surtout à bord du Chinook, si ma mémoire est fidèle, où vous aviez un rôle primordial à jouer, puis c'était tout le temps en avant des autres. Exactement. En avant de ce qui se passe actuellement. Ça, ce qui se passe actuellement, OK, mais moi, là, je regarde ce qui s'en vient, là. Exactement, parce que ce qui se passe présentement, c'est trop tard, il est passé, tu ne peux plus rien faire. Fini. Donc, il faut toujours anticiper et réagir à l'avance à ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'il faut être attentif terriblement. Oui. C'est pour ça que le mental, c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas rester accroché après les choses. Tu sais, si ceux qui ont des familles à la maison, puis là, ils savent qu'un enfant est malade ou il se passe quelque chose à la maison, mais c'est difficile de continuer d'avancer dans ce domaine-là. Donc, la coupure émotionnelle, on n'a pas le choix de la faire éventuellement si on veut être capable de performer à un niveau où moi j'ai performé. Là. C'est certain qu'avoir eu des enfants, j'aurais pas écrit ce livre-là parce que j'aurais pas été capable de faire ça. Ça vient aussi, j'ai choisi ma vie de famille a été mise de côté parce que j'ai priorisé la famille militaire. En fait. Là, vous m'emmenez sur un sujet que j'avais comme autre question. On va rester dans la fac, mais par contre, on va aller dans le domaine plus personnel, un petit peu, si vous me permettez. Absolument. Durant votre carrière, vous avez eu ou vécu un divorce. Mm-hmm. Mettez-vous les facs responsables de ce dernier divorce? Non. Non, je peux pas. Parce que ça serait trop facile. Là. Ça serait une façon de faire l'autruche. Je vous dirais qu'il y a peut-être une part de responsabilité, oui, mais comme dans tout, une relation, que ce soit amoureuse ou d'amis ou de famille, ça se fait à deux. Donc, chaque partie a sa part de responsabilité. Oui. C'est certain que l'environnement dans lequel on travaillait a eu une partie... des décisions ont été prises en fonction de la carrière, oui, c'est certain, mais je peux pas dire que c'est de la faute des forces parce que c'est moi qui ai fait les choix que j'ai faits, puis ça m'a jamais été imposé non plus. Il y a jamais personne qui m'a obligé à être déployé. J'ai toujours été volontaire pour le faire. Donc, ça serait pas correct si je faisais ça. Vous avez dit, et je vous cite, « Vécu une triste relation, il était contrôlant et insultant. » Ça a duré combien de temps, ce mariage? J'ai été mariée pendant 4 ans. J'ai été mariée, ça a été quand même court comme mariage. Mais j'ai été mariée pendant 4 ans, puis c'était vraiment... Je l'ai connu sur mon cours de recrue à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, c'est déjà un environnement qui nous sort de notre zone de confort. Okay. Et puis, naturellement, j'étais une jeune femme qui avait pas une grande estime d'elle, si on peut dire. Donc, c'est une personne qui a comme un peu pris avantage de ça. Puis, il a commencé à contrôler là,
tous les aspects de ma vie dès le début de notre relation. Moi, j'ai comme pas vu ça non plus parce qu'on était toutes les deux en début de carrière militaire. Donc, il y avait plein de signes avant-coureurs qui nous disaient que c'était pas pour fonctionner. Mais comme un peu dans ma carrière, j'ai foncé dans cette relation-là, les yeux fermés puis sans Tête trop... baissée, puis les yeux fermés, puis on fonce. Exactement. Mais ça s'appelle de l'expérience de vie. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça fait partie de la personne que je suis aujourd'hui. Puis ça, j'ai pas de regret là-dessus. Puis je vais le redire, là, tu sais, quand j'ai demandé le divorce, ça a été la plus belle décision que j'ai prise pour moi-même. Parce que justement, j'ai repris le contrôle de ma personne, de ma liberté aussi, là. Fait que là, on en vient, le mental, la vie familiale, même si vous n'aviez pas d'enfant, la vie familiale, le couple. Alors là, est-ce que le couple commençait à gruger sur le mental, puis c'est ça qu'il ne faut pas qu'il arrive? Ben c'est sûr que c'est pas quand on est dans une relation qui est pas saine, peu importe les gens, ça nous vient nous Oh oui, chercher, oh oui, ça exactement. tire de l'énergie aussi qu'on pourrait utiliser ailleurs. Donc, mais ça a été, je pense que j'avais besoin d'être mise au pied du mur pour être capable de prendre une décision. C'est souvent ce qui m'arrive dans ma vie. Même j'ai l'air très, très sécure comme ça, mais j'aime pas faire de la peine aux gens. Moi, dans la vie, j'aime que les gens soient bien. Donc, quand on met fin à une relation, peu importe pour la raison, il y a toujours des gens qui vont être tristes. Oui, Ça, c'est une ça. partie que je trouve difficile. Sauf que après le 11 septembre, j'ai comme pas eu le choix. Vraiment, là, l'énergie de la Terre faisait en sorte qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis j'ai aucun regret aujourd'hui. Puis je suis persuadée que cette personne-là est très bien aujourd'hui dans cette Est-ce que vous vie. l'avez revu depuis, je parle ces dernières années? Oh non, non, aucun contact. OK. Un petit cochon rose en peluche imbibé d'une certaine odeur. Oui, J'aimerais que vous nous en parliez. oui, ça c'est Robert. C'est un conjoint que j'ai eu pendant... bon, on était ensemble pendant 8 ans de temps. Puis c'est celui qui, son père, a eu un diagnostic du cancer juste avant notre départ pour Haïti. Donc, lui, il n'a pas pu être déployé avec nous, mais il m'avait permis d'apporter une petite partie de lui avec moi pour quand je m'ennuyais trop de la maison. Donc, c'est devenu vraiment un rituel avec les femmes de la tante avec lesquelles je cohabitais là-bas en Haïti. C'était notre petit rituel hebdomadaire, là. Un petit moment là, de humain, je pense. Ouais. Hein? Ça a été aussi quand je le regarde là, comme spectatrice, disons, là, quand j'ai écrit la scène dans le livre, je me disais, c'est un moment plein de tendresse et d'humanité dans un endroit qui est très impersonnel, qui est froid aussi. Donc, c'est quand même, c'est beau qu'on soit capable de s'accrocher à des choses positives quand notre environnement est complètement contraire. Je pense que ça, c'est une force que nos militaires canadiens ont, c'est qu'ils sont capables quand même de voir du beau, puis de s'accrocher à les petits bonheurs puis les petites choses de la vie dans des moments où on aurait de la difficulté à s'imaginer quelque chose de beau. Dans les moments que je peux dire comme intimes, ça, c'était un fétiche pour vous, cette petite peluche? Oui. Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait d'autres personnes, que ce soit la jante féminine ou ben autre, masculine, qui avaient ce genre? Il y en a peut-être, c'est-tu une médaille, l'autre c'était un foulard, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, comme on Plus que dit. vous penseriez. Oui, Ah oui, plus que vous penseriez, oui. Il y en a beaucoup, c'est une petite médaille, un médaillon qu'ils mettaient sur nos dog tags militaires, là, nos plaquettes d'identification qu'on porte. Il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé au fil des années qui avaient un petit quelque chose de la maison dans leur poche. Puis tu sais, c'est anodin. Si on le sait pas, on se rend même pas compte que c'est là. Mais exactement. mais pour vous, ça vous dit rien de voir cette personne-là, mais cette personne-là, pour elle, ce fétiche-là, Oui. c'est incalculable. Là. Exactement. C'est- J'en avais un en Afghanistan aussi, un autre. C'était OK. une petite pochette en cuir que ma grand-mère m'avait donnée, ma mère Rondeau, et puis qui est décédée aujourd'hui. Puis dans cette petite pochette-là, il y avait une petite pierre que mon grand-père lui avait donnée quand il se courtisait là, Ah, avant de se oui. marier. Puis cette petite pochette-là, elle me suivait, elle était dans ma poche, toujours dans ma poche à gauche. Tous les jours, elle était là. Puis, il y a un de mes amis qui m'a donné un dollar américain avant de partir. Lui, il venait de finir son déploiement. Puis, il était un petit peu... Il disait que c'était il y a une roquette qui a explosé sur le camp. Puis, elle a sauté à quelques mètres de lui. Heureusement, il n'a pas été blessé.
Puis il restait une pièce dans son portefeuille. Puis là, ben, il dit, elle m'a porté chance, fait que je te la donne. Ah oui. Fait que là, ben, moi, je l'ai pliée, puis elle était dans ma petite pochette. Puis tout. Puis quand moi, je suis partie de mon tour, je l'ai redonné à mon tour à quelqu'un, cette Ah, dollar-là, ben, mon Dieu. cette pièce-là américaine, là. Fait que pour vous, c'était là, essentiel, cette pièce-là, la peluche également, mais Ouais. pour le simple commun des mortels qui vous regarde, ça y dit rien pantoute. Non, du Mais tout. pour vous, c'était là essentiel. Ça a une valeur inestimable Et pour voilà. moi. Puis pour les gens, ça vaut rien. C'est une petite poche avec une poche dedans, puis une pièce toute fripée. Mais c'est la valeur sentimentale de Voilà. ces choses-là. Puis c'est souvent ce qu'on a de plus précieux dans la vie qui coûte nécessairement pas grand-chose ou qui a aucune valeur aux yeux des autres. Mais pour nous, c'est le plus grand, le plus précieux des trésors. Je veux revenir sur l'Afghanistan parce que je sais que ça vous a marqué beaucoup. Puis, j'aimerais juste revenir sur un moment marquant dans votre carrière. Est-ce que c'est le moment le plus marquant de votre carrière d'avoir été déployé en Afghanistan? Et si vous n'y auriez pas été, ça vous aurait manqué? Ah, tellement. Oh oui. Ça a été, j'ai atteint le summum de la profession militaire et de la profession d'ingénieur de vol en allant en Afghanistan. Tu sais, quand on fait le vœu de faire le don de soi, on veut aider les gens. Puis moi, je le sais, puis toute l'équipe de l'aviation tactique qui est en Afghanistan, on sait que parce que nous, on était là sur le terrain à transporter du matériel, puis à transporter des troupes, puis on peut eu apprendre la route. Puis ça, ben, on sait qu'à chaque jour, nous, on allait travailler, il y a des gens qui revenaient chez eux en vie. Puis ça, ben, ça n'a pas de prix, ça. De savoir que tu changes la vie de quelqu'un, c'est tellement satisfaisant comme sentiment. Puis moi, ben, mes 2 déploiements en Afghanistan m'ont permis d'aller chercher ça, d'atteindre le summum de la profession militaire. Puis j'ai été blessée pendant ce temps-là. Donc moi, je suis restée au summum de ce que mon métier pouvait m'apporter. Donc, je peux pas en vouloir au conflit ou au combat là-bas parce que ça m'a tellement apporté aussi en frais de valeur personnelle, des choses que j'ai rapportées de là-bas, du travail sur moi qui m'a permis d'être fait grâce à mes déploiements en Afghanistan. Donc, si j'étais pas allée en Afghanistan, je serais pas devenue une pionnière du domaine de l'aviation, mais en même temps, je serais pas devenue la militaire accomplie que j'ai été parce que Donc, ça vous aurait m'a permis. manqué. Ah, tellement, oui. Madame Joanne, on va délaisser les Forces armées canadiennes, puis là, on va revenir à l'après-carrière. Oui. Comment on revient dans le monde dit, j'aime ça ce mot-là, dit ordinaire? Comment on revient? Est-ce que la coupure est drastique? C'est atroce. Ah oui? Oui, je vous dirais que le retour à la vie civile, moi j'appelle ça la vie civile, le retour à la vie civile est plus difficile que tout ce que j'ai eu à accomplir dans ma carrière militaire. Ah oui, C'est tant beaucoup que plus, ça. ah oui, c'est beaucoup plus facile d'instaurer un comportement que de déconditionner quelque chose. Donc, on dit toujours hein, qu'on fait quelque chose puis on a des mauvais plis, c'est difficile de s'en débarrasser de ces mauvais plis-là. Donc, quand on rentre dans les forces, l'endoctrinement militaire commence dès le début. Hein? On est modelé pour devenir un soldat canadien. Puis là, ben, quand on nous remet en liberté dans la population civile, dans la population normale, c'est qu'on ne cadre plus. On a une façon de penser qui est différente, on a une façon d'agir qui est différente. On se fait souvent dire qu'on a l'air déconnecté, hein, qu'on n'a pas de cœur, parce qu'on semble insensible par ce qui nous entoure, mais c'est une déformation professionnelle. Ça a été en fait un moyen de protection qu'on a développé pour pouvoir faire le métier qu'on a fait. On a dû être capable de se détacher émotionnellement de certaines situations. Donc, on est des gens qui sont perçus comme étant souvent très sévères, des gens froids, des gens qui sont déconnectés. Mais c'est pas ça c'est pas ça. Oui, c'est ça. Mais de reprendre contact avec la vie civile, c'est difficile. Puis là, de retrouver notre place, la carrière qu'on faisait dans les forces, il n'y a pas d'équivalence vraiment dans le monde normal. Donc, de retrouver une raison, une utilité, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et je vous écoute, puis c'est là que je comprends, là, un ex-soldat, ça fait peut-être une dizaine d'années, j'y avais dit, t'es donc bien bizarre. Mais je faisais pas allusion
à l'armée canadienne à ce moment-là, mais je trouvais le gars bizarre. Là, je viens de comprendre. Là, vous venez de me donner une réponse que j'ai cherchée un certain bout de temps envers cette personne-là quand je l'avais dit. T'es donc bien bizarre. Ouais. Et là, je vois que c'est l'armée. On peut être des gens aussi qui vont paraître souvent impatients parce qu'il y a des choses que les gens normaux font, qu'un militaire ne ferait pas, ou on est aussi souvent très, très tolérant envers certaines situations quand d'autres personnes vont faire une montagne avec quelque chose qui, pour nous, qui est un grain de sable. Donc ça nous tape ses nerfs. Excusez l'expression, mais c'est vraiment, ça vient gruger de l'énergie parce qu'on se dit, écoute, toi, là, il y a une de mes tantes qui dit « prends une paye puis sors ». Bien, c'est un peu ça. C'est que nous, on a vécu des choses, on a vu des différents endroits dans le monde qui nous ont permis de remettre des choses en perspective puis qu'on se rend compte qu'on est vraiment bien chez nous. Donc, quand les gens font des gros plats avec des petites affaires, c'est des choses qui nous font un petit peu sortir de nos gonds. Puis souvent aussi, on se fait dire, moi, je me suis fait dire des tonnes de fois « mais t'as changé. T'es plus comme t'étais avant d'aller en Afghanistan ». Mais j'espère que j'ai changé parce que j'ai évolué pendant que j'étais là-bas aussi. Donc, mais c'est ça. Souvent, on se fait dire qu'on est bizarre, qu'on est étrange. Mais je pense qu'on gagne à être connu. On a quand même aussi beaucoup de connaissances et des compétences qui peuvent être utiles dans le monde civil. Est-ce qu'on réussit à faire le deuil de l'armée? Ben moi, je suis sortie en 2016 puis je ne l'ai pas fait encore. Moi, ça n'a pas été un choix volontaire. Hein. Ça a été, j'ai été libérée à cause de mon accident en Afghanistan. J'ai été blessée au dos. Donc, c'est pas un choix qui était volontaire. C'est pas normal d'être à la retraite à 35 ans. Donc, d'avoir à faire face au jugement des gens aussi face à ça, parce que là, des phrases comme « Ah, ben moi aussi, j'aimerais ça être à la retraite à 35 ans », c'est pas tant le fun. Quand nous, on voudrait être capable de travailler encore 150 heures par semaine, parce que c'est ça qu'on faisait avant. C'est difficile mentalement et psychologiquement, surtout quand on vient avec des blessures, parce que si on parle d'une carrière qui est haute en émotion, puis en défi, en accomplissement, bien, l'envers de la médaille, c'est qu'il va y avoir des répercussions à ça. Et les répercussions, on n'en est pas conscient tant qu'on n'est pas sorti de cet environnement-là. Tant qu'on porte l'uniforme, c'est comme si on a une armure de protection, puis on n'est pas conscient, mais c'est quand on se fait arracher cet uniforme-là, parce que c'est un peu ce qui arrive quand on est libéré sans le vouloir. Donc, on se fait arracher notre identité, on se fait, tu sais, nos piliers qui nous tenaient en place, bien, on les perd, ces points de repère-là. Il faut réapprendre à se former une personnalité parce qu'on est devenu un individu, on a perdu notre identité. On devient un numéro, là, malheureusement, c'est ça. Donc, de réapprendre à vivre, juste de faire l'épicerie, moi, ça m'a pris 3 ans avant d'être capable de faire l'épicerie sans faire une crise de panique, là, parce que je n'étais même plus capable. Là, il y a trop de choix de céréales, trop de choix de pâtes, trop de monde. Donc, c'est de réapprendre à vivre. Puis les gens sont pas toujours, ben les gens de la population normale sont pas conscients de ça. Et puis, donc c'est une éducation qui doit être faite des deux côtés. Une dernière question. Qu'est-ce que vous faites pour relaxer? Véritablement, là, faire le vide. Ne pas penser à l'armée, ne pas penser à ce qui va se passer demain. Faire le vide, comme on dit. Quel est votre meilleur moyen? Ben moi, là, j'aime beaucoup être dans la nature. Okay. J'adore être dans la nature, le camping, puis passer des moments avec ma famille, avec mes nièces, mon neveu, ma mère, mes 2 frères, ma soeur. C'est ma ligne de vie, ça. Eux sont ma ligne de vie, de passer des moments avec eux autres, de créer des souvenirs aussi avec eux autres, parce que j'étais partie pendant plusieurs années. Donc, le temps, on ne peut pas racheter le temps, on peut juste essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a maintenant. Mais moi, je suis bien dans le bois. Je vais prendre une marche avec mon chien dans le bois. Puis quand je suis dans le bois, je suis bien. Madame Hamelin, c'est un plaisir vraiment fantastique que vous m'avez fait et puis que vous avez fait à nos milliers de personnes présentes par cette petite lentille qui est là. Merci infiniment. Et tout ce que je vous demande, c'est vite, un autre livre, s'il vous plaît, puis placez-moi comme premier lecteur, s'il vous plaît. Bien, absolument. Je mijote encore cette idée-là de faire une suite à ça qui parle justement des répercussions du service militaire et de la vie après la mort de l'uniforme, si on peut dire. Ouais. Merci infiniment, puis bonne santé à vous surtout. Bien, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.